Insoumis qui a beaucoup œuvré pour que la réussite de cet événement ce soir. Avec d'autres évidemment, je tiens à remercier très chaleureusement tous les militants et toutes les militantes qui ont, depuis plusieurs semaines, frappé à vos portes, distribué sur les marchés, collé des affiches pour vous annoncer cet événement. Sans elles et eux, rien n'aurait été possible aujourd'hui. Nous tenons également pour la disposition de cette magnifique salle. Merci à eux. Et un remerciement particulier à Nadia Benamara, responsable de la FJA dans laquelle nous nous trouvons, qui nous a aidés. Merci Nadia. Cet événement ce soir est absolument historique. C'est la toute première réunion publique de la France Insoumise à Val-de-Reuil. Nous n'avons jamais été aussi nombreux pour une réunion publique dans tout le département. Merci infiniment pour votre présence. Merci également à nos intervenants qui vont arriver un petit peu en retard. Jean-Christophe Turpin, militant insoumis dans l'heure, et candidat premier numéro. Anna Dufour, députée insoumise de Seine-Maritime, c'est un honneur de l'avoir parmi nous ce soir. Et David Guiraud, député insoumis du Nord, le vrai cauchemar des macronistes et des racistes sur les plateaux télévisés. La période politique du moment est très spéciale. Le pouvoir politique de Macron veut nous faire taire. Ils veulent criminaliser la parole de la paix. Ceux qui s'opposent au génocide à Gaza, comme Mathilde Panot et Rima Hassan, qui ont été récemment convoqués par la police antiterroriste. Quelle honte! Ils veulent faire taire et criminaliser ceux qui défendent la terre, ceux qui s'opposent à ce projet absolument inacceptable d'autoroute qui passera par Val-de-Reuil et détruira tout sur son passage. Oui, et nous voulons ce soir avoir une pensée pour les 17 militants écolos qui s'étaient mobilisés il y a quelques semaines sur le site de Lafarge à Val-de-Reuil et qui ont été envoyés dans les cellules où habituellement se trouvent des terroristes. Alors que Lafarge est actuellement en procès pour financement du terrorisme de Daesh en Syrie. Alors je vous pose la question, qui sont les vrais terroristes? Chers amis, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin de votre force pour tout changer. Le 9 juin, il faut envoyer un signal au monde. Le peuple français ne sera pas complice du génocide en cours à Gaza. Vous devez marteler sans cesse cette date. Le 9 juin, on vote Manon Aubry et l'Union populaire. Rejoignez-nous. À la sortie du meeting, vous trouverez une table où vous pourrez laisser vos coordonnées afin de rejoindre les jeunes insoumis et les insoumis de Val-de-Reuil. L'heure est maintenant venue de laisser la parole à nos intervenants de ce soir. Mais avant ça, je vous demande d'accueillir Sophie Ozanne, qui va prendre la parole au nom du LPA, le nouveau parti anti-capitaliste. N'oubliez pas que jamais ils nous feront taire, que toujours le printemps revient et que le nôtre adviendra tôt ou tard. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Sophie Ozanne et je vais intervenir pour le LPA, l'anticapitalisme. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la France Insoumise de nous avoir permis de faire cette intervention. Alors ne soyez pas trop surpris, mes camarades et amis insoumis, de notre présence parce qu'on a failli faire campagne ensemble. Il s'en est fallu de peu. Alors je vais y revenir dans mon intervention. Néanmoins, malgré cette non-campagne commune, le NPA appellera à voter pour la liste de l'Union populaire menée par la Mairie. Et nous faisons tout pour que cette liste, évidemment, arrive en tête de la gauche, et je vais revenir pourquoi. Alors, vu le contexte social, environnemental, politique, économique qui nous accable aujourd'hui,
nous pensons effectivement que nous aurions pu faire campagne commune. Dans ce contexte, c'est quoi? C'est un gouvernement qui déborde de projets de loi de régression sociale. C'est un gouvernement qui tape très dur sur les classes populaires, le monde du travail, la jeunesse, les migrants. C'est un gouvernement qui s'en prend aux libertés publiques, à la liberté d'expression, et vous en savez quelque chose, camarades insoumis, avec l'interpellation et la convocation à la police de Mathilde Panot et de Rima Hassan. Nous aussi, on en sait quelque chose, on est toujours sous le coup d'une menace de dissolution, et certains de nos dirigeants ont été entendus par la cellule antiterroriste en octobre dernier. C'est excessivement grave ce qui se passe à ce niveau-là. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Le contexte, c'est quoi? C'est aussi la course au profit maximum, qui est une vraie entrave à toute politique progressiste, sociale et écologique. Et le contexte, c'est aussi, et peut-être surtout, les idées de Le Pen et de sa clique qui inspirent la politique de Macron et de Darmanin, qui polluent les débats aujourd'hui. Alors oui, dans ce contexte, il nous paraissait important et utile de présenter ensemble une liste qui puisse incarner mais ce que vous écrivez, mes camarades, et auquel on souscrit entièrement, je vous cite, construire un programme de rupture, très bien, garantir l'accès aux besoins essentiels, un revenu digne, défendre nos droits fondamentaux, contre les libéraux d'extrême droite, rendre le pouvoir au peuple, faire payer les riches, ceux qui polluent et se gavent, planifier la bifurcation écologique, et pour cela, ne pas hésiter à recourir au rapport de force et à la désobéissance. Votre programme, c'est un point d'appui formidable, une référence pour de larges secteurs militants dans les mouvements sociaux, dans les mobilisations de solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes et dans les luttes récentes. Je pense aux luttes du monde agricole, je pense aux luttes contre la contre-réforme des retraites. La critique portée contre l'Union européenne et ses institutions, dont la BCE, je rappelle que la BCE et la Commission sont des institutions non démocratiques, non élues, ces gens-là se cooptent entre eux. Ils ne sont pas élus, ils dirigent à notre place. Mais aussi les mesures antilibérales que porte votre programme de la NUPES, défendu pour cette élection, tout ça, ça va dans le bon sens. Alors oui, camarades insoumis, ça aurait été utile de présenter ensemble un autre visage de la gauche. Alors pas la gauche qui a géré si respectueusement les affaires des capitalistes au détriment du monde du travail et de la jeunesse, de façon désastreuse pour l'environnement. Cette gauche qui a repris vie avec la NUPES, grâce à vous, et qui maintenant caracole dans les sondages. Je pense évidemment au Parti Socialiste mené par Raphaël Glucksmann. Nous avons plus que jamais besoin, chers camarades, chers amis insoumis, d'une gauche de rupture qui soit capable de redonner espoir, d'une gauche qui sorte de l'esprit démocratique. Nous avons plus que jamais besoin d'une gauche qui dessine un programme de sortie du capitalisme, d'une gauche qui crée les conditions de la résistance aux attaques virulentes que nous subissons. Le motif du refus de la liste commune, c'est la divergence sur l'Ukraine. Franchement, camarades, ça ne tient pas la route, puisque vous avez tout fait pour que le Parti Socialiste et les écologistes reviennent dans le giron de la NUPES. Ils ne partagent pas votre point de vue non plus sur l'Ukraine. Alors effectivement, on a une divergence. On a une divergence, on ne va pas mettre la poussière sous le tapis, abordons les débats, discutons-en tranquillement. Nous, en tant que militants internationalistes, nous défendons le droit du peuple ukrainien à disposer de son destin. Le droit à résister à l'agression impérialiste russe, y compris sur le terrain militaire. C'est la base de notre engagement, défendre les opprimés. Poutine est un dictateur, vous en conviendrez comme nous. La Russie est un État impérialiste qu'il faut dénoncer comme tel. Mais dire ça, cela ne veut pas dire soutenir le gouvernement droitier de Zelensky. Dire ça, cela ne veut pas dire qu'on se range derrière l'OTAN, bien évidemment. L'OTAN que les puissances impérialistes de l'Ouest veulent faire passer pour un bouclier protecteur. Nous combattons tous les impérialismes. Celui de l'Ouest, dont l'OTAN est le bras armé, celui de Poutine, qui convoite des territoires voisins pour constituer un empire grand russe, tout comme nous critiquons l'impérialisme français tout autant à la manœuvre dans le monde. Nous rejetons toute politique d'indulgence à l'égard de la
Russie au motif que la Russie est l'ennemi des USA et des Occidentaux en général, dont nous combattons la politique. Les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos ennemis. Cette logique campiste n'est pas la nôtre. Bon, aujourd'hui, le LPA appelle à voter pour la liste de la France Insoumise, je l'ai dit, menée par Manon Aubry. On fera campagne, on appellera à voter, on sera à vos côtés. Mais au-delà de ces élections, chers camarades, chers amis, retrouvons-nous ensemble pour constituer un front de riposte unitaire à gauche contre la menace que représente l'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais été aussi près du pouvoir en France, et certaines de ses idées sont déjà mises en application. Cette situation nous oblige à réagir de façon collective et unitaire. Donc, contre la droite, et je terminerai là-dessus, contre la droite et ses projets rétrogrades, qui est dur, contre l'extrême droite, et pour défendre un programme de rupture à gauche, retrouvons-nous dans un mouvement large, sans sectarisme ni volonté hégémonique, relevons le défi pour qu'un courant anticapitaliste, unitaire, large, fasse entendre sa voix. Camarades, nous avons beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Alors soyons unis dans les luttes, comme nous l'avons été au moment de la lutte contre la contre-réforme des retraites, comme nous pouvons l'être dans le mouvement de soutien à la Palestine. Il y a des tas de terrains sur lesquels nous nous retrouvons, où nous défendons les mêmes revendications. L'Union populaire est porteur d'un programme, je l'ai dit, qui est porteur d'espoir, qui est une entaille dans le contrat capitaliste que veut nous faire signer cette Europe qui est ficelée au nom du dogme, sacro-saint dogme de la liberté d'entreprendre, cette fameuse liberté, la concurrence libre et non faussée. Camarades insoumis, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Alors battons-nous ensemble, réunissons-nous au-delà même de ces élections. Je vous remercie. Rolivaloise, Rolivalois, Euroise, Euro. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette première réunion publique de l'heure. Je vais commencer par me présenter parce qu'il me semble important de toujours savoir qui est celui qui parle. Je m'appelle Jean-Christophe Turpin, j'ai 36 ans et je suis médiateur social et numérique. Je précise mon âge, d'une parce que souvent on me donne 10 ans de plus et que ça me travaille, de deux, surtout parce que je me suis rendu compte que j'étais le plus âgé des orateurs France Insoumise présents devant vous ce soir. Cela veut tout de même dire quelque chose. C'est que nous sommes une force politique jeune, portée par la jeunesse dans les universités notamment, tout aussi fiers d'avoir nos aînés à nos côtés pour nous soutenir. Nous sommes une force concernée par l'avenir et je crois que ce soir, vous en avez un exemple grandeur nature. Je suis médiateur social et numérique. C'est un métier qui est en voie de reconnaissance et qui est encore mal connu. C'est un travail social où l'on est confronté à longueur de journée à des personnes en difficulté et nous les aidons à obtenir leurs droits en étant l'interface avec les institutions comme pour les APL, le RSA, le droit au logement social, avoir accès à la sécurité sociale. C'est un métier qui devient de plus en plus indispensable avec la fermeture globale des guichets dans les services publics qui remet de l'humain au cœur de la machine administrative. Comme je travaille pour une association, nous utilisons aussi beaucoup le droit des étrangers. Nous aidons les nouveaux arrivants à échanger avec la préfecture afin d'obtenir leur titre de séjour pour pouvoir être en situation régulière. Ce sont, parmi les usagers, ceux qui rencontrent le plus de difficultés parce qu'ils sont soumis à un stress très fort. Perdre son titre de séjour, ne pas réussir à le renouveler, c'est perdre son travail, c'est perdre ses aides sociales. Et comme il y a une volonté politique pour que ce ne soit pas simple de les obtenir, les tensions peuvent monter crescendo. C'est par ce biais que je voulais commencer ce discours centré sur la paix et la Palestine après avoir beaucoup écouté les témoignages de Rima Hassan. Car dans mon travail, je reçois énormément de personnes qui ont le statut de réfugiés. Beaucoup ont fui la guerre, les massacres, et sont arrivés après des périples où leurs vies ont été menacées. Ce sont souvent des parcours de vie très difficiles, avec la nécessité de rejoindre notre pays dans des conditions épouvantables.
et de devoir se résigner à être coupé de sa racine. Pour moi et mes collègues qui les recevons, c'est déjà difficile à encaisser, alors pour eux, je ne peux même pas imaginer. C'est par cette expérience que je voulais entamer ma prise de parole sur Gaza. Parce que des réfugiés, traumatisés, sans famille, parfois amputés, mourant de faim, qui porteront les stigmates de ce génocide effroyable, nous sommes en train d'en voir la fabrication. 40 000 morts, dont 14 500 enfants. Derrière ces chiffres, il y a une douleur inconcevable, inimaginable tellement elles sont vécues et nombreuses. Et parmi les victimes, des enfants innocents. Qui est capable de me dire que ce sont des enfants qui ont perpétré les attentats du 7 octobre? Qui est capable de me dire que ces enfants sont complices d'actes terroristes? Personne. Et pourtant, dans une rhétorique génocidaire, ce sont eux que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou massacre. C'est eux à qui on retire la joie d'avoir une famille. Ce sont eux qui n'ont plus d'endroit où pour vivre. Ce sont eux qui seront réfugiés toute leur vie et qui risquent de reproduire la violence qu'ils ont subie. Comment la France, pays des droits de l'homme, peut-elle rester assis à ne rien faire? Pire, comment peut-elle continuer à envoyer des armes à Netanyahou? Où est l'humanité de nos dirigeants? Il faut que cela s'arrête. Il faut un cessez-le-feu. Parce que oui, la violence ne reproduit que la violence. Et il faut y mettre un terme définitif. Il faut que cela s'arrête aussi pour le peuple israélien. J'ai de la famille en Israël, une cousine. Il m'arrive d'échanger avec elle. 2 choses m'ont frappé la dernière fois que je l'ai fait. La nuit de l'attaque de drone de l'Iran, tandis que j'essayais de la convaincre de rentrer en France. Tout d'abord, c'est que l'humain est capable de s'habituer à tout. Les Israéliens ont une application qui leur permet de voir les chutes de missiles comme pour la météo. Avec leur bunker dans chaque maison, ils ne se sentent pas en danger alors qu'ils ont des missiles qui leur tombent sur la tête. Ils se sentent en sécurité, tandis que leur gouvernement fait monter les conflits partout dans la région. Cette situation de danger permanent, ils l'ont accepté et vivent avec. L'humain est décidément capable de s'habituer à tout. Mais de mon côté, je le refuse. Je refuse de m'habituer à la misère que l'on peut voir dans les rues des grandes villes, celle de la campagne étant plus feutrée mais bien réelle aussi. Je refuse de m'habituer à voir des enfants démembrés dans un génocide en cours, le premier génocide filmé de l'histoire de l'humanité. Cela doit se stopper maintenant, aussi dans l'intérêt des Israéliens, parce que la violence n'entraîne que la violence, et que je m'inquiète aussi pour eux lorsque les contre-attaques commenceront. Parce que le responsable de cette escalade de la violence, on le connaît tous. C'est le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou qui, alors qu'il est contesté dans son propre pays, se sert de la guerre pour se maintenir au pouvoir. D'après le Times, un mandat d'arrêt international contre Netanyahou sera en cours d'étude. Eh bien oui, c'est une avancée. Les mobilisations du monde entier font avancer la revendication des crimes de guerre. Le monde se doit de condamner les crimes de guerre. La seconde leçon que m'ont appris mes échanges avec ma cousine, c'est le niveau de propagande que les Israéliens subissent. Sans le recul dans un pays étranger, quand son pays est constamment attaqué, il est difficile de remettre en question les médias et les organes du pouvoir. Et pourtant là-bas, certains le font. Des manifestations pour le cessez-le-feu ont lieu au cœur même d'Israël malgré la répression qu'elles subissent. Et cela fait écho aussi à ce que nous subissons ici en France. Ici, nous avons franchi un nouveau pas dans l'autoritarisme de la pensée. Il suffit de voir comment on nous traite sur les plateaux de télévision, tous possédés par de grands milliardaires. Alma et David, bientôt présents, pourront largement en témoigner. Nous sommes toujours placés dans des conditions défavorables, coupés à chaque phrase, accusant en permanence sous forme d'insinuation à longueur de plateau par des tribunaux médiatiques. Nous sommes les nouveaux monstres. Et vous savez quoi? Je suis fier de faire partie de ces monstres qui se battent pour la paix et pour l'arrêt d'un génocide. Mais nos dirigeants ne s'arrêtent pas là. Ils n'ont plus aucune limite au point de remettre en question la liberté d'expression. Voilà à présent que nous sommes criminalisés,
avec la convocation de Rima Assad et Mathilde Panot devant la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Ils cherchent à nous faire taire par tous les moyens possibles, mais ils n'y parviendront pas. Leur nouvelle marotte, après les islamo-gauchistes, c'est que nous serions des antisémites. Et quand cela a-t-il débuté? Le jour de la manifestation contre l'antisémitisme du 12 novembre 2023. Nous n'y sommes pas allés. Nous avons fait le choix de nous exprimer à des rassemblements différents. Pour ma part, aux côtés de Manon Aubry, je suis allé à la commémoration de la nuit cristal qui a eu lieu le 9 et 10 octobre 1938. Une commémoration pour se rappeler ce premier pogrom qui a provoqué la destruction de 267 synagogues en Allemagne et en Autriche, l'assassinat d'une centaine de juifs et plus de 70 000 juifs déportés. J'ai fait le choix d'y aller pour le devoir de mémoire, pour ne jamais oublier. La manifestation du 12 novembre 2023, nous n'y sommes pas allés, parce qu'il s'agissait d'une opération téléguidée par Macron visant à remplacer un raciste par un autre, parce que l'extrême droite y a été accueillie. Je ne décolère pas du comportement de nos partenaires de la NUPES qui ont marché côte à côte avec l'extrême droite. Où sont passés les camarades qui refusaient de laisser la moindre place à l'extrême droite, qui pouvaient dire non au RN, qui dire non à une manifestation de politiques factieux qui remet en cause la justice, qu'ils se le gardent, leur arc républicain capable de voter la loi sur l'immigration, reprenant le programme du RN. Nous n'y sommes pas allés. De laisser passer le loup pour un agneau, car nous n'oublions jamais ce qu'est l'extrême droite et ce qu'elle produit. Plutôt éclair que le Front populaire, voilà où la grande bourgeoisie en est. Et voilà pourquoi nous sommes constamment accusés d'antisémitisme. Mais ne désespérez pas, les amis. Cela veut dire une chose, c'est que ceux qui se gardent, soutenus par leur toutou médiatique, ont peur. Nous leur faisons peur, parce que nous avons conscience du réel. Ils ont peur des étudiants, des professeurs, ils ont peur de l'intelligence et de la réflexion. Nous leur faisons peur, parce que contrairement au RN, nous ne leur sommes pas soumis. Ils ont peur que leur monde s'effondre, ce monde où ils peuvent exploiter sans vergogne l'homme et la nature, ce monde où ils peuvent regarder ailleurs pendant qu'un génocide a lieu devant leurs yeux, ce monde où ils peuvent écraser les peuples et les faire s'entretuer. Alors ils cherchent à nous faire taire, mais nous ne nous tairons pas, nous ne tairons pas, parce qu'un autre monde est possible. Alors le 9 juin, jour où nous aurons collectivement plus de pouvoir qu'eux, qui ne sont qu'une minorité, il faut aller voter. Il faut aller voter pour la liste de Manon Aubry, parce que c'est une liste du peuple. C'est un vote pour la justice sociale, pour la répartition des richesses, pour la transition écologique. C'est un vote contre l'alliance de Macron et de l'extrême droite, pour dire stop à un génocide, pour un cessez-le-feu permanent et immédiat. C'est un vote pour la paix, la paix, la paix! Pour finir, je voulais remercier du plus profond de mon cœur mes camarades militants en vous disant merci à toutes et à tous. Ce sont nos initiatives, nos combats quotidiens, que ce soit à Bernay, avec la lutte pour les services publics à travers l'hôpital et l'école, à Vernon, avec l'enjeu lié à l'artificialisation des sols et au respect de la biodiversité de la carrière de Caïn, le combat pour une agriculture raisonnée du groupe de Conches, et l'organisation des rassemblements chaque semaine en soutien à la Palestine à Évreux. Ce sont ces actions qui font que les idées vivent et que la peur change de camp. C'est mon premier discours de cette ampleur et je tenais vraiment à rappeler notre travail dans l'heure. Je tiens aussi en cette occasion à rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, Stéphane Iskov et Gérard Bellet. Je suis absolument persuadé qu'ils auraient tous les deux tout donné dans ce combat pour la paix. Nous ne les oublions pas et nous continuerons à les faire vivre au travers des idées qu'ils défendaient et que nous continuerons à défendre. C'est grâce à eux, c'est grâce à chacun d'entre nous que nous en sommes là maintenant. Un meeting dans notre département qui vous a fait venir nombreux. Nous avançons, nous progressons en permanence, nous allons continuer car chaque élection est une étape vers un monde meilleur.
Et pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à David Guiraud, qui nous rend visite pour la première fois. À l'entrée, David, il y a de quoi laisser tes coordonnées. T'oublieras pas, tu peux être sûr qu'on va te rappeler. Et à présent, j'ai le privilège de laisser la parole à celle qui est de tous les combats de la Normandie. Une députée brillante, combattante, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui a toujours répondu présente quand nous sollicitions son aide. C'est avec un grand plaisir que je laisse la parole à notre députée normande, Alma Dufour. Merci Jean-Christophe. Merci à tous les militants et militantes qui ont permis l'organisation de cet événement. Merci à toutes celles et ceux que je vois aujourd'hui dans la salle, des visages connus, des visages moins connus. Et j'en suis ravie. Cette campagne, on la sent bien, on était à Elbeuf il y a une heure de ça, il y avait plus d'une 60aine de personnes à un café débat populaire et dont au moins 90% des gens qui n'étaient pas des militants de la France insoumise. Et du coup, ça nous a fait chaud au cœur de voir à quel point il se passe quelque chose dans le pays au sujet de ces élections qui approchent, les élections européennes, et parce qu'il se passe quelque chose dans le monde et qu'évidemment ça résonne dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous ici présents et de beaucoup de monde en France. Et soyez-en assurés, soyez-en assurés. Moi, je fais le tour de ma circonscription, des lycées professionnels, aux hôpitaux, en passant par les manifestations, les porte-à-porte, les marchés, les supermarchés. Gaza ne laisse peu de gens indifférents en réalité, et je dois dire que depuis 6 mois, 7 mois maintenant, c'est par moments dur de voir à quel point Gaza a fait souffrir aussi des gens, et des jeunes notamment. J'ai souvent des gens qui me pleurent dans les bras en manifestation. C'est là où on en est rendu aujourd'hui parce qu'ils ne supportent pas d'être témoins de ce qui se passe et ils ne supportent pas l'inversion des valeurs dont Jean-Christophe vous a si bien parlé, dont je vais vous parler aussi, qui est à court dans notre pays, pour qu'on s'habitue au pire et qu'on baisse la tête et qu'on ne dise rien. 15 000 enfants sont morts depuis le début de la riposte israélienne, 40 000 personnes en tout. Mais la famine menace aujourd'hui les 2 millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza. La famine rôde comme une meute de loups autour des enfants, des femmes, des hommes. L'humanité est de nouveau réduite à néant. Je ne pensais pas qu'au XXIe siècle, on pourrait encore voir des images d'hommes, de femmes, décharnés, le regard vide, errants, des parents qui se privent de nourriture pour leurs enfants, des femmes qui se rasent la tête car il n'y a plus d'eau pour se laver les cheveux, des enfants tellement affamés qu'on ne voit plus que leurs yeux, plus grands que l'univers, leurs yeux plus grands que le monde qui les a abandonnés. L'humanité réduite à néant car le propre d'un génocide, c'est qu'il met l'homme face à des choix qu'il ne devrait jamais faire. Des choix qui déchirent en deux notre conscience. Des choix qui déchirent notre dignité, notre sentiment même d'être humain. Des choix qui nous laissent comme un miroir brisé, un miroir qui ne reflète plus rien qui n'ait de sens. Tous les jours, des médecins à Gaza doivent faire les choix entre donner le peu de morphine qui leur reste dans les hôpitaux à des enfants dont les jambes ont été emportées par des obus ou à des enfants qui se sont pris des balles dans le dos. À l'hôpital de Rafah, on m'a raconté qu'un médecin pleurait. Il pleurait, non pas parce qu'il avait sauvé la vie de la fillette qu'il tenait entre ses bras, parce qu'il n'avait pas réussi à sauver la vie de la fillette qu'il tenait entre ses bras, mais justement parce qu'il l'avait sauvée. Il l'avait sauvée et qu'elle vivrait désormais orpheline et sous les bombes. Un génocide inverse tout. Il vous fait trouver la mort plus souhaitable que la vie. Car vous vivez dans l'atroce sentiment que la réalité est pire que le pire de vos cauchemars, et que l'enfer est peut-être bien les autres, comme disait Jean-Paul Sartre, et qu'en tout cas, l'enfer est définitivement sur cette terre. Avant Gaza, j'avais entendu parler de l'effondrement toujours possible de nos sociétés. J'avais entendu parler de la banalité du mal, vous savez, ce concept
pensée théorisée par Hannah Arendt, c'est-à-dire la coopération de toute une société, par lâcheté, par moments, par peur pour sa propre vie, mais aussi parfois par pur conformisme, par pur intérêt à la Shoah, au meurtre programmé de 6 millions de personnes juives et tziganes. Mais je n'avais pas réalisé à quel point, pour qu'un massacre de cette ampleur soit possible, les victimes doivent être déshumanisées en premier lieu, comment leur soutien doit être diabolisé et comment toutes les valeurs d'une civilisation doivent être renversées. Car c'est bien toutes les valeurs qui nous construisent en tant que peuple français qui aujourd'hui sont inversées. On se réveille la tête à l'envers, avec le mal de mer, la nausée. On nous enlève tous les mots qui nous servent normalement à parler. Après l'épouvantable massacre du 7 octobre, on a voulu prendre le livre au dernier chapitre de la longue et sanglante histoire de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, mais qui est en réalité une longue entreprise de colonisation qui dure depuis 75 ans. On a dit que rechercher les causes, c'était excuser les actes. On a nié que l'agressé d'un temps puisse être dans le même temps l'agresseur de décennies entières. On a effacé la poursuite de la colonisation. Cette agression qui dure depuis 75 ans, une simple riposte. Ce n'est pas une riposte. On a dit d'Israël qu'elle était la seule démocratie du Moyen-Orient, entourée de théocraties religieuses, alors qu'Israël elle-même revendique depuis 2018 d'être un État ethnique et confessionnel juif et a supprimé l'arabe de la langue officielle du pays. Et alors qu'elle impose un régime d'apartheid aux 7 millions de Palestiniens qui vivent aujourd'hui sous son contrôle. Quelle démocratie traite la moitié des habitants qui vivent sur le territoire qu'elle contrôle comme des sous-hommes. L'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, était aussi une démocratie. Les États-Unis, au temps de la ségrégation envers les Noirs américains, étaient aussi une démocratie. Être une démocratie pour Israël n'est pas une circonstance atténuante. La colonisation plutôt avait déjà fait 20 fois plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. Et on a nié, dès l'annonce du blocus humanitaire, qui je rappelle veut dire la privation d'eau, d'électricité, de nourriture depuis 7 mois, on a nié que ce blocus allait faire payer chaque vie israélienne enlevée par le Hamas par 10, par 30, par 40, et bien voire bientôt par 2000 vies palestiniennes s'ils arrivent jusqu'au bout de leur funeste projet, car c'est la vie de 2 millions de personnes qui est aujourd'hui engagée et le compte à rebours coule et personne ne fait rien pour l'arrêter. Comme si après un meurtre, on ait toute la famille de l'assassin, ses cousins, ses amis, ses voisins et bientôt tout son quartier. On n'a jamais combattu des groupes terroristes en rasant tout un territoire. Si les terroristes du Hamas étaient cachés sous des hôpitaux israéliens, jamais Netanyahou n'aurait rasé les hôpitaux. Que la France n'a pas rasé Molenbeek après l'attentat du Bataclan. Tout cela est une entreprise de déshumanisation qui coûterait au soutien actif ou passif à un État en train de commettre un génocide. Les États européens, au nom de leur culpabilité historique, dramatique dans la Shoah, ont réussi à faire porter le fardeau de leurs propres fautes, impardonnables, aux Palestiniens, aux Palestiniennes et aux musulmans en général de France et des autres pays, car la colonisation et le racisme va jusqu'à permettre de faire porter ses propres fautes à autrui. Bravo, bravo. On en laisse donc commettre un nouveau. Et le parti héritier, tu l'as très bien dit, des Vassal SS, le RN, qui a fait encore, sur cette mandature, élire un député négationniste, M. Bocaletti. Ce monsieur tenait une librairie où il vendait Mein Kampf, ainsi que des ouvrages négationnistes. Il est élu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ces gens-là nous délivrent à nous des brevets d'antisémitisme pendant des décennies. Ce parti qui a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire et dont le président actuel, Jordan Bardella, le député fantôme du Parlement européen, ne peut toujours pas dénoncer l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, est appelé, comme tu l'as dit, à défiler contre l'antisémitisme
génocide en France. C'est la plus grande opération de réhabilitation de l'extrême droite qui a eu lieu dans notre pays et elle a été permise par le président de la République. Netanyahou au point de voter encore en mars contre les amendements demandant un simple cessez-le-feu, évidemment contre toutes les sanctions contre l'État d'Israël. Les victimes ont changé, mais eux n'ont pas changé. Passé ou présent, ils sont toujours du côté des génocidaires. Et c'est bien à ça qu'on les reconnaît. Mais le fait que même en Israël, l'extrême droite religieuse pratique, elle aussi, le négationnisme. Je ne sais pas si vous savez que Netanyahou a dit que la Shoah était l'idée du grand moufti. Netanyahou parle de réaliser la prophétie d'Isaïe à la télévision, c'est-à-dire reprendre le contrôle du territoire des anciennes limites d'Israël de l'Ancien Testament. Il acquiesce au délire dans une vidéo d'un rabbin qui lui demande de tout faire pour accélérer la venue du Messie. Nous découvrons que pour la France, la patrie des droits de l'homme, des hommes naissent sans droit, car ils sont du mauvais côté d'une frontière. Que les macronistes peuvent faire en même temps avec du massacre d'enfants. Emmanuel Macron peut signer une tribune avec Al-Sisi et Abdallah II alors que ses eurodéputés votent contre la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Si les États-Unis soutiennent Israël militairement, l'Union européenne soutient Israël économiquement et nous devons mettre fin à cet accord odieux. Les eurodéputés macronistes continuent de voter contre l'arrêt des exportations d'armes et de matériel militaire vers Israël. Ils votent encore une fois en mars contre l'envoi d'une force d'interposition. Nous sommes les seuls à demander que l'ONU intervienne dans ce conflit. Nous découvrons que pour certains criminels de guerre, on est prêt à envoyer jusqu'à des jeunes Français mourir au front et que quand les génocidaires sont les amis des États-Unis, on ne peut ne serait-ce que cesser de leur apporter des fruits. Que Yael Braun-Pivet, qui a posé un gilet pare-balles, dit qu'il n'est toujours pas temps des sanctions. Sa conscience, elle est aussi morte qu'une pierre tombale. Le renversement des valeurs est plus que total. À Gaza, on plonge dans le noir une population au nom de la lutte contre l'obscurantisme. À Gaza, on affame, on affame contre une personne au nom de la civilisation. À Gaza, on tue des enfants au nom de la légitime défense. À Gaza, on a inventé le génocide collatéral. Avant Gaza, je ne savais pas que les intérêts personnels des uns et la lâcheté des autres pouvaient transformer des partenaires en adversaires, des camarades en étrangers. Comment est-ce possible que des gens qui sont de tous les combats n'aient pas eu un mot depuis des mois pour Gaza? Leur silence est assourdissant. Il résonne comme le bruit d'autant de masques qui tombent. Comment se fait-il que de grandes figures écologistes qui nous alertent en permanence sur les drames humanitaires qui viendront avec le changement climatique n'aient pas un mot sur les gens qui meurent aujourd'hui? Leur morale se conjugue au futur et leur calcul électoraux se conjugue au présent. Comment se fait-il que Raphaël Glucksmann, le seul combat me marquant à gauche a été sa défense à Charlie-les-Picot, ne se soit exprimé que 2 fois en 5 mois sur le massacre en cours, qu'il ait fallu qu'il comprenne de sa position sur Gaza et lui coûter des voix pour qu'il cesse enfin de voter contre la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël? Depuis 4 mois que la Cour internationale de justice a rendu son verdict sur le risque de génocide et a demandé à Israël de fournir des preuves qu'elle a empêché ce génocide, preuves qui n'ont toujours pas été fournies. Comment se fait-il que Raphaël Glucksmann, tête de liste de Place Publique et du Parti Socialiste, refuse toujours de reconnaître qu'il y a un génocide en cours et qu'il demande aux Français de voter pour un groupe politique, le groupe social et démocrate, qui s'oppose encore à l'envoi d'une force d'interposition pour sauver la vie de 2 millions de personnes? Comment est-ce possible que Boris Val, le président du PS à l'Assemblée nationale, soit victime du terrorisme? Ce n'est pas la même chose qu'être victime d'une armée régulière, que les victimes palestiniennes et israéliennes ne se vaudraient donc pas et qu'elles n'ont pas le droit aux mêmes hommages dans la République française. Comment se fait-il que le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Caner, ait affirmé que l'État palestinien n'a jamais existé sans être désavoué par son propre groupe? Les fake news et les mensonges pour couvrir un génocide en cours, alors que la 7e position sur la tête de liste, Rima Hassan, une réfugiée née dans un camp en Syrie, est sommée tous les jours de répondre à toutes les accusations les plus grotesques, les plus graves, jusqu'à ce qu'on traduise
absolument insupportable. Insupportable. Elle est salie à la tête. Le seul groupe politique au Parlement européen se bat pour les cessez-le-feu depuis octobre, pour la suspension de l'accord de l'association entre l'Union européenne et Israël, pour l'embargo sur les armes et maintenant pour l'envoi d'une force d'interposition. Les victimes en France doivent s'excuser et doivent s'excuser de dénoncer leurs bourreaux, tandis que les bourreaux sont encore invités chaque jour à la télévision pour mentir, désinformer et faire preuve d'une fausse humanité, car ils osent prétendre avoir encore une arme derrière leur arme, car ils veulent pouvoir tuer des enfants et qu'on leur dise que c'est bien. Ils veulent pouvoir tuer des enfants et qu'on leur dise qu'ils sont toujours dans le camp du bien. Non, les choses ne sont pas plus compliquées que ça. Oui, se taire, c'est être complice. Car il y a des périodes où les sociétés basculent et où nous devons entrer en résistance. Chacun et chacune d'entre nous porte en soi une responsabilité. Et la première est celle qui doit à sa propre conscience. Rafah est une frontière qui départage le bon et le mauvais côté de l'histoire. Rafah est plus qu'une frontière, c'est un miroir. C'est un miroir tendu à notre civilisation, un miroir tendu à notre avenir, un miroir tendu à chacun et chacune d'entre nous, qui nous demande ce que nous faisons. Un miroir où se reflète le visage de nos enfants, qui nous demanderont où nous étions. Et aujourd'hui, dans ce miroir, m'apparaissent le visage des médecins infirmiers de l'ONG Palmed, qui sont partis risquer leur vie à Gaza. Dans ce miroir m'apparaît le visage d'Iman Marafi, un finard que j'ai rencontré au Caire, de retour de l'hôpital européen de Rafah, qui a dû faire un testament quand elle est partie et qu'elle a laissé sa petite fille. La première chose qu'elle m'a dit, Iman, quand elle est rentrée, c'est qu'elle voulait déjà y retourner. Iman fait partie de ces justes qui va y retourner. Elle s'apprête désormais à y retourner, malgré les traumatismes qu'elle a subis, car comme elle le dit si bien, une partie de son âme est restée à Gaza. Dans ces temps de trouble, de doute, où des fois vraiment je vous avoue que l'humanité me dégoûte, croiser le chemin des gens comme Iman m'a redonné la foi en l'humanité, la foi dans le fait que le courage existe encore, que la beauté existe encore, que l'engagement existe encore. Dans le miroir de la frontière de Rafah m'apparaissent le visage des étudiants qui des États-Unis à la France se mobilisent. Dans ce miroir m'apparaît le visage de tous les gens qui manifestent tous les samedis, tous les dimanches, depuis 7 mois, dans le froid, sous la pluie, pour dire qu'on ne peut pas abandonner l'humanité. Dans ce miroir m'apparaît le visage de tous ceux qui m'ont pleuré dans les bras dont je vous parlais. Tous les gens qui me disent ne plus dormir la nuit, des gens qui se disent prêts à faire des grèves de la faim pour dire stop au carnage. Dans ce miroir m'apparaît le visage de mon grand-père, résistant gaulliste pourtant, mais qui m'a transmis la valeur de combattre pour ses valeurs, pour les autres. Mon grand-père qui aurait été fier, je pense, de la France insoumise aujourd'hui. Dans ce miroir m'apparaît le visage de tous les justes. Dans ce miroir m'apparaît le visage de tous les gens qui mettront le 9 juin le bulletin de l'Union populaire, de LFI, le bulletin de la paix, le bulletin de la justice. Dans ce miroir m'apparaissent vos visages et le visage de tous les gens qui pourront encore se regarder dans une glace. Je vous remercie. J'aime bien quand il y a un peu de challenge. Merci à vous les camarades pour votre accueil, merci à toutes les équipes qui font la réussite de ces événements, qui sont courageuses, qui en plus, des fois, on doit faire face à quelques imprévus. Moi je suis en retard, j'ai raté le festival, mais il paraît qu'on n'était pas tout seul tout à l'heure. Il paraît que il y avait des agitateurs, on m'a dit, je crois que c'était des gens du collectif Nous Vivrons. Bon, ils n'ont pas agité très longtemps, hein, parce que j'imagine qu'il y a l'apéro qui sonne assez vite. Alors, à mon avis, il y en a qui avaient commencé, parce qu'ils se sont ramenés, j'ai vu les images avec des papiers A4 sur la tronche, et ils étaient là, ils voyaient rien, ils étaient là, la masque, bon. Écoutez, moi j'ai juste une question à poser, c'est dommage qu'ils soient partis, parce que j'aurais juste une question à poser au collectif Nous Vivrons, c'est nous vivrons, puisque pour les Israéliens ou les Palestiniens, ça compte aussi. Je pose juste la question parce que quand on les entend se mobiliser, j'ai pas l'impression que ça compte beaucoup
la souffrance et le martyre que vit le peuple palestinien. Mais pour leur faire plaisir, je ne parlerai ce soir que de Palestine. Comme ça, on va arrêter. Et je vais commencer par l'actualité. Hier, on était en train de célébrer la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Pour l'occasion, notre ministre des Affaires étrangères, M. Stéphane Séjourné, tout le monde ne le connaît pas très bien, on a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Pas une fois, pas une seconde, il n'aura prononcé le nom de cette toute petite bande de terre dans le monde, où plus de 100 journalistes ont été assassinés en seulement quelques mois. Pas une fois, il aura prononcé le nom de ce peuple, pour lequel des journalistes qui se battent pour le droit à l'information sont morts. Cette terre, monsieur le ministre, ce peuple, monsieur le ministre, ont un nom. Ça s'appelle la bande de Gaza. Ça s'appelle le peuple palestinien. Et j'affirme que ne pas les mentionner lors de la 31e journée des droits de la presse, c'est piétiner une seconde fois les droits de la presse et la liberté d'informer dans le monde. Et je veux, moi et mes collègues de la France Insoumise, rendre hommage aux héros qui se sont battus pour que le monde soit informé du génocide en cours, et même bien avant le 7 octobre, et qui ont forcé le monde à ouvrir les yeux sur la colonisation et l'apartheid les plus féroces qui frappent le peuple palestinien. Contrairement à ce gouvernement honteux, ridicule, contrairement à la plupart de nos médias aussi, qui se roulent dans la boue à force de oublier le destin de leurs collègues, je veux rendre hommage à celles et ceux qui militent pour la vérité. Et j'oublie pas, nous n'oublions pas leur visage. Nous avons pleuré la mort de Shirin Abu Akleh, assassinée en mai 2022 par l'armée israélienne. Et nous n'oublierons jamais que même son cortège funéraire a été brutalisé par l'armée israélienne. Nous n'oublierons pas Doua Sharaf, assassiné par l'armée israélienne le 25 octobre, dans sa maison, avec sa petite fille. Si seulement ces journalistes, leurs collègues, pouvaient nous entendre. Des fois, je me dis, si seulement ils pouvaient nous entendre. Si seulement juste une petite voix, voire même un chuchotement, pouvait parvenir à leurs oreilles fermées à jamais, je leur dirais juste un mot. Merci. Merci pour tout. Merci pour la vérité. Merci pour votre combat. Merci d'avoir été courageuse. Et merci à ceux et celles qui vivent encore. Merci à Motaza Zaïza, forcé de partir sous Gaza, parce qu'il était menacé de mort par l'armée israélienne. Merci à M. Wael Al-Dadou, avec qui nous avons partagé sa peine. Vous avez peut-être vu les images. Et sa tristesse infinie, quand il a appris en direct la mort de ses deux enfants. Nous n'oublierons pas, nous, les derniers mots de son fils, Mohamed, qui appelait à l'aide dans une de ses dernières vidéos. Mohamed Al-Dadou disait ces mots: aidez-nous. Aidez-nous à rester en vie. Alors à ceux qui croient que l'élection européenne n'a rien à voir avec le génocide en cours à Gaza, je leur réponds juste une chose. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo de ces enfants qui appellent à l'aide. Et dites-leur que ce qui se passe à Gaza n'a rien à voir avec l'élection européenne. Osez dire que nous ne sommes pas concernés, alors que l'Union européenne entretient des relations commerciales avec un État qui pratique un génocide. Osez dire que ça ne nous concerne pas ce qui se passe quand on vend des armements à Israël en plein génocide.
Oser dire que ça ne nous concerne pas, alors que des universités françaises continuent à établir des liens et des coopérations avec des universités israéliennes qui, pour certaines, propagent les idées, les théories et les pratiques génocidaires. Et plutôt que s'en prendre aux étudiants français qui se mobilisent, vous feriez mieux de les remercier, parce que les étudiants français aujourd'hui, je le dis, ils sauvent l'honneur de ce pays qui est à la dérive. Et surtout, ceux qui estiment que l'élection européenne n'est pas concernée par le génocide en cours sont ceux qui, quelque part, nient l'humanité commune que nous avons avec tous les peuples du monde. Parce qu'à chaque fois qu'un innocent de Gaza rend son dernier souffle, c'est un peu de notre humanité à nous qui s'évapore. Voilà tout le message qu'on peut envoyer aux élections européennes. Notre pays, notre continent, est l'un des plus riches et des plus puissants de ce monde. Et à ce titre, notre position politique ne peut être que résolument internationaliste, et que notre vision de l'Europe, ce n'est pas une vision rabougrie, égoïste. Notre vision de l'Europe, c'est celle d'une Europe solidaire, pacifique. Et le 9 juin, vous avez la possibilité de porter une voix solidaire et pacifique en portant la liste de Manon Aubry et l'Union populaire le plus haut dans les urnes et envoyer un message à ceux qui nous gouvernent. Nous ne voulons pas de votre monde pourri par l'égoïsme et les intérêts de classe. Et vous savez que nous sommes beaucoup sur ces 5 océans, sur ces 6 continents, à rejeter cette mentalité coloniale pourrie qu'on essaie de nous injecter et qui se battent contre l'égoïsme national, contre la pression nationaliste. Ce soir, nous saluons aussi alors le grand journaliste israélien Gideon Lévy, qui a eu le courage un jour de déclarer en public, je le cite, « Notre régime est une des tyrannies les plus brutales et cruelles du monde. » Tout comme je salue les anciens militaires israéliens de l'ONG Break the Silence, qui ont le courage, eux, dans leur pays, de s'opposer à la colonisation. C'est un courage un peu plus important que les gens qui se disent de gauche israélienne ici, qui sont venus perturber notre meeting. Ces gens-là, ils ont du courage, parce qu'ils s'opposent en Israël à la pression nationaliste. Ils devraient prendre des notes, le collectif Nous Vivrons. Parce que nous vivrons, c'est pas nous vivrons et les autres ils meurent. Voilà ce que font les Israéliens là-bas. Nous saluons les Sud-Africains, qui savent dans leur chair ce qu'est la politique de l'apartheid, et qui ont saisi la Cour internationale, la Cour pénale internationale contre Israël pour empêcher le génocide. Merci aux Sud-Africains. Merci. Alors là, s'il y a des fachos, merci aux Algériens. Merci aux Algériens qui savent la brutalité de la colonisation et qui ont présenté encore récemment une résolution à l'ONU pour faire adhérer la Palestine à l'ONU. Merci les Algériens. Les Irlandais qui ont été concernés par ça, tout comme nous saluons les Espagnols mobilisés pour le droit des peuples à l'autodétermination, tout comme nous saluons ces Américains de confession juive qui ont lancé l'un des plus grands mouvements d'occupation. C'est actuellement sous nos yeux, et c'est eux qui l'ont lancé. Le mouvement d'occupation des universités françaises a été lancé aux États-Unis par un mouvement qui s'appelle Jewish Voice for Peace. Et honneur à eux. Voilà, c'est pour ça que nous nous battons. Voilà l'Europe telle que nous la voyons. Voilà le monde tel que nous le voyons. Et une fois qu'on s'est mobilisé sur la question palestinienne, eh bien notre devoir c'est de nous mobiliser pour tous les peuples du monde, de prendre conscience de ce qui se passe, de prendre conscience de ce qui se passe au Congo, où il y a un nettoyage ethnique, certains disent un génocide.
à cause de la prédation sur les matières premières qui est présente dans nos smartphones, ça nous concerne. Ça nous concerne. Pour vous faire une confidence, on en parlait tout à l'heure avec Alma. Je suis un enfant de la génération 90, avec 1990. Et quand j'avais 9-10 ans, un jour j'allume la télé et je vois le 11 septembre. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans les médias français. Dans les médias français, dans les discours des élites politiques, avant de nous parler aux anciennes générations, aux générations qui sont venues avant moi, on disait bon, c'est la guerre froide, c'est les Russes. Maintenant, on nous a dit il faut détester les musulmans. Et je crois qu'il y a beaucoup de gamins comme moi qui ont grandi dans ces années-là et qui continuent à avoir ces discours, qui n'ont pas envie de détester leurs compatriotes, qui n'ont pas envie d'adhérer à leur lecture du monde. Où ce serait le camp du bien, tel que ça avait été théorisé à l'époque, repris par Netanyahou récemment dans ses discours. La lumière contre le mal et tout. Le camp du bien contre le camp du mal, c'est-à-dire le monde arabe, le monde musulman. Je crois que les étudiants qui se mobilisent en ce moment, la jeunesse qui se mobilise en ce moment, et qu'une grande partie du peuple français ne veut pas vivre dans cette atmosphère de guerre civile permanente, de guerre des religions. Je crois qu'il y a une force à ce qu'on fait, une beauté à ce qu'on fait. De dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre les mécanismes qui conduisent ce monde au meilleur et au pire, et de lutter à la racine de ces problèmes-là. Raison pour laquelle nous, on ne regarde jamais ce que les gens sont. On regarde jamais, on juge jamais les gens en fonction de leur confession, de leur origine. On les regarde en fonction de ce qu'ils font. Et ce que fait le gouvernement Netanyahou, c'est la seule chose qui nous intéresse et qu'on condamne, quelle que soit sa religion. Nous détesterons toujours le génocide, la colonisation et l'apartheid. Et tant qu'il y aura des situations comme ça, ils nous trouveront en face d'eux. Tant pis si ça les rend fous, mais là ils ont un autre problème. C'est que maintenant il y a Sciences Po, c'est leur gamin à eux. Même vos enfants n'écoutent plus, c'est ça la vérité. Même vos enfants n'écoutent plus. On rejette cette mentalité-là. On ne veut pas d'une guerre civile permanente, nous. Pour la simple et bonne raison que je vois, il y a des Français qui sont touchés par ça, et c'est pour ça aussi que les idées d'extrême droite montent, mais moi j'ai pas envie de passer ma vie à entrer en colère contre les autres. Ça nous bouffe l'existence. On peut faire quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus intéressant dans ce monde, que juste être en colère et de nourrir du ressentiment vers quelqu'un parce qu'il a une religion ou parce qu'il a une origine différente. C'est fatigant d'être tout le temps en guerre. C'est fatigant. Il y a plein de gens qui se rendent compte aussi dans ce pays. Et c'est exactement ce qu'est en train de proposer sur notre sol le Rassemblement national. On a un bon contrat social en France. Hein. C'est ce qui fait la base de notre société. C'est un contrat social. C'est pas l'adhésion à une origine ethnique. C'est une adhésion à des valeurs, à des principes. Et après, à un ensemble de belles choses, notamment ce qui s'appelle la sécurité sociale. Une des plus belles créations de notre pays, qui permet d'assurer tout le monde, des accidents de la vie, la maladie, la vieillesse, le chômage, ce qui peut nous arriver à tous. Hein. Ça, c'est le contrat social. Et les libéraux comme le Rassemblement national aujourd'hui vous proposent de remplacer le contrat social par autre chose. Ça s'appelle le contrat racial. C'est de dire en fait maintenant les richesses on va les partager qu'entre nous et on va exclure une partie de la population. Ils savent très bien ce qu'ils font. Quand à l'Assemblée nationale, vous avez une loi, la loi qui est portée par Gérald Darmanin, c'est pas le RN, mais qui reprend l'idée de préférence nationale, qui était celle de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est le contrat racial, qui consiste à dire on va écarter une partie de la population des aides sociales. Mais moi, je vous dis qu'avec cette logique-là, et il faudra le répéter autour de vous, quand vous acceptez qu'on s'en prenne aux plus précaires, vous accepterez demain les attaques qu'on va vous faire, parce que je peux vous assurer que les capitalistes, ils s'arrêtent jamais en chemin. Hein. La sécurité sociale, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros de marché pour eux. Aujourd'hui, on a un secteur qui s'appelle la Sécu, qui échappe à la logique de marché. Ça ne peut pas être rentable. Alors ils essayent comme ça, mais ils n'ont jamais toléré cette situation. Mais eux, ils le voient, le marché à 500 milliards d'euros.
Ils le voient. L'assurance privée, les mutuelles, etc. Ils les voient. Ils veulent tout faire péter à cause de ça. Et pour le faire passer, ils vont vous faire croire que, par exemple, au niveau de la Sécu ou certaines dispositions de la Sécu, c'est à cause des immigrés, blablabla. Et les petits ont cédé entre le gouvernement et la pensée d'extrême droite. Malheureusement, sur bien des sujets, il n'y a plus de différence de nature entre ce que peut dire un Jean-Marie Le Pen et un Gérald Darmanin, c'est une différence de degré, et encore. Et c'est ici qu'on intervient dans le débat. Et c'est ici aussi qu'il y a les élections européennes. Le vote, c'est aussi une démonstration de puissance, de nos idées, de ce grand mouvement encore puissant en France. Hein. Parfois, on a tendance à désespérer, mais l'optimisme est un devoir moral, comme dirait l'autre. Le vote, c'est le moment où vous dites moi, je me mobilise pour autre chose et je rejette votre société. Le vote, c'est aussi le moment où vous faites une démonstration aux élus qui sont sur place. Hein. À Roubaix, comme ici, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi je sais qu'il y a plein de points en France, par exemple, les élus locaux, ils regardent hein, les quartiers qui votent et les quartiers qui ne votent pas le soir de l'élection. Quand vous avez 70% d'abstention dans un quartier, vous pouvez être sûr d'une chose, hein, c'est que le maire, alors celui qui vous en doute, ça peut être le maire, ça peut être le préfet, c'est pas un élu, mais bon, c'est l'État, ça peut être la région, ça peut être le département, vous pouvez être sûr qu'il n'en aura rien à faire de votre avis. Le jour où dans nos quartiers ou dans nos campagnes, il commence à y avoir un vrai taux de participation, vous pouvez être sûr que le lendemain, les élus, la région, le département, le préfet, ils seront là, vous avez besoin de quoi? Parce que c'est ce qu'ils font dans les quartiers riches. C'est exactement ce qu'ils font là-bas. Ils savent le pouvoir de nuisance que peut avoir un quartier qui se mobilise contre eux. Ils le savent. Donc chaque échéance, on prépare une autre. L'échéance européenne prépare l'échéance municipale, qui prépare l'échéance présidentielle, qui prépare l'échéance départementale, qui prépare l'échéance régionale. Et à chaque fois, il faut faire des démonstrations de force. C'est quand même plus simple que de devoir se mobiliser dans la rue. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Je suis élu d'une ville où il y a un quartier qui est en train de subir une démolition de son quartier, que les habitants ne veulent pas, et c'est en train de tourner très mal. Et moi, je suis sûr que dans ce quartier-là, qui s'appelle le quartier d'Alma, sûrement l'hommage, s'il y avait eu 70% de participation plutôt que 70% d'abstention, je peux vous jurer qu'ici, il ne serait pas pris comme ça. Et c'est le maire, hein, c'est même pas l'État. Donc il faut être conscient de cette importance du vote, qui prépare toutes les échéances, toutes les élections. Il faut rassembler les nôtres, et il faut se mobiliser. Il faut que les gens autour de nous y comprennent une chose. C'est pas parce que vous ne faites pas de politique que la politique ne vient pas à vous. Il y a plein de gens dans ce pays qui pensent qu'ils peuvent faire leur vie tranquillement. Voilà, je rentre chez moi, après une journée de boulot, je rentre, je m'occupe de mes enfants, je fais un peu de tweets, je fais chez personne. Il y a plein de gens qui sont comme ça, hein, c'est normal. Hein. Voilà, j'embête personne, je fais ma vie, je m'occupe de mes gamins, je vais me coucher, le lendemain rebelote. Et vu que je dérange personne, il y a plein de gens qui se disent, vu que je dérange pas, on va pas venir me chercher. C'est ce que pensaient les commerçants de rue Danois. Elles faisaient leur vie, elles étaient dans leur bulle. Et puis un jour, il y a des camarades de M6 qui sont arrivés. Et depuis, c'est devenu des terribles islamistes. Il faut que les gens comprennent ça. Si vous ne faites pas de la politique, elle va venir vous chercher. Et vu que vous n'êtes pas organisé avant, elle va vous chercher de la pire des manières. Elle va vous brutaliser, vous allez vous faire écrabouiller. Et vu que vous serez seul et pas organisé, ça va mal finir pour vous. Peut-être qu'il y en a qui arriveront à s'y échapper, mais c'est comme ça. C'est ça la politique en France. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut convaincre les gens. Croyez pas que vous allez être épargnés, c'est pas vrai. Regardez ce qu'ils sont en train de faire sur le RSA. J'ai 10 000 allocataires du RSA chez moi, à Roubaix. Ils vont se faire écrabouiller. Et il va se passer ce qui se passe avec plein de gens. Vu qu'on joue sur la jalousie, on fait croire que le RSA c'est la belle vie à 550 € par mois, essaye, hein, parce que moi quand je vois Bruno Le Maire, on va dire ça, essayez. Que font les gens? Tellement ils sont fliqués, tellement ils en ont marre, ils préfèrent abandonner leurs aides, arrêter d'être aidés, pour conserver le peu de dignité qui leur reste. Parce que quand vous êtes derrière ça, vous avez des caisses d'allocation familiale qui se sentent autorisées, qui se permettent de regarder votre compte en banque. Elle regarde votre compte en banque.
Aucun des gens au gouvernement ne tolérerait ça. Déjà parce qu'il y aura peut-être des problèmes juridiques. Mais surtout, aucune des personnes qui fait ces lois n'accepterait qu'on les traite comme on traite les gens les plus précaires. Et alors, par exemple, quand vous êtes au RSA, si vous recevez un cadeau de 100 € d'approche pendant Noël, ça fait des 40 des restrictions, donc je la prends souvent. Vous recevez un cadeau de 100 € pour Noël d'un de vos proches, pour une fête, pour votre anniversaire, on va dire. Et si la CAF, elle regarde votre compte en banque, elle voit plus 100, elle vous déduit 100 € de votre RSA du mois prochain. Ça existe. Les gens ne sont pas au courant de la manière dont on brutalise les autres. Et ce système-là, c'est un système qui est pensé, qui est entretenu dans toute l'Union européenne. C'est un système où dans l'Union européenne, on dit qu'il faut absolument mettre au boulot les gens, quelle que soit leur profession, leurs compétences, on s'en fout. Au boulot, trime. Et si tu trimes pas, t'as aucune aide, tu te démerdes. Voilà, c'est ça l'Union européenne qu'on nous vend aujourd'hui. C'est sur ça qu'on se mobilisait, que là, ils font des grands discours, etc. Mais c'est sur ça. L'Union européenne est en train de dire aux États, pas plus de 3% de déficit. C'est exactement pour ça qu'on a un gouvernement qui vient de faire 10 milliards d'annulations de crédit sur le dernier budget. Je suis en commission des finances, on les a vu passer. On nous dit c'est $1, ouais, c'est $1. Si vous voulez faire une rénovation thermique, etc., pour le bâtiment, vous les voyez les crédits en moins. Quand vous êtes des collectivités locales, une mairie, un département, vous les voyez les crédits en moins. Ça a des conséquences sur vos vies, ce qui se passe en Europe. Le simple fait que... Moi, il y a toujours des questions, des fois je me pose, je me dis, mais le simple fait que à la base, on pourrait émettre nous-mêmes de la dette et qu'on ne peut plus, que notre dette est rachetée par la Banque centrale, que la Banque centrale européenne détienne notre dette et qu'elle nous fixe des objectifs, mais la Banque centrale européenne, c'est rien d'autre que l'ensemble des banques européennes. C'est-à-dire, enfin, notre dette, ceux qui nous disent pour laquelle il faut absolument faire des comptes, elle nous appartient à nous, la Banque de France. On marche sur la tête. Ça, c'est l'Union européenne. Avec une Banque centrale européenne, indépendante, qui fait ce qu'il veut. On n'a pas de contrôle démocratique là-dessus. Avec un marché de l'énergie, c'est la même chose. Alors là, ça devient intéressant. Des fois, je suis pas. Là-bas, t'as compris le truc. Où on vend à perte. Où on a des producteurs d'énergie qui vendent à perte, qui sont rachetés par un privé, qui a vendu plus cher, c'est ça la banque. Vos factures, elles n'explosent pas pour rien. Le crédit à la banque. Ça aussi, c'est l'Union européenne. Et il y a des propositions très claires à chaque fois sur la table. Il y a des solutions pour s'en sortir. Mais considérez juste et répétez autour de vous qu'il n'y a pas de magie dans les décisions politiques. Ça n'existe pas. Tout ce qui vous arrive, la facture d'énergie, le prix de l'essence, le fait qu'il n'y ait pas d'hôpital ou autre qu'hôpital à Allemagne, service public, votre école, ça n'arrive jamais par hasard. C'est toujours le résultat d'une décision politique dans laquelle la matrice idéologique européenne joue énormément. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais il faut que vous compreniez cette dynamique-là, cette relation intime entre l'élection européenne et vos vies, et la répéter autour de vous avec des exemples concrets pour que les gens captent ce qui se passe. Et qui captent qu'on est en train de se faire avoir. On est en train de se faire avoir. Et vu qu'il n'y a rien qui est magique en politique, il y a aussi des belles choses qu'on peut obtenir, et notamment des victoires. Mais pour avoir des victoires, il faut qu'on se mobilise et qu'on s'organise. Donc le 9 juin, un dernier message, portez la liste de l'Union populaire et de Manon Aubry au plus haut niveau pour leur dire qu'on ne veut pas leur monde pourri, qu'on ne veut pas leur rendre mondial injuste, et qu'on veut surtout vivre en paix les uns avec les autres et vivre dignement et librement. Et ce pour nous, comme pour tous les peuples du monde, et donc les Palestiniens. Merci à vous.